Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien essentiel. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose dont on devrait parler dans tous les médias, c'est la liberté d'expression. Hier, à l'Assemblée nationale, venait en lecture la loi sur les dérives sectaires, et précisément l'article 4 qui vise à pénaliser, à ajouter des pénalités pour des personnes qui viendraient à détourner les citoyens de procédure de santé. J'ai le plaisir d'accueillir pour cela le député et président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour, Monsieur Dupont-Aignan. Bonjour à vous. Et merci beaucoup. En fait, je tenais à vous avoir parce que hier soir, vous avez eu une minute d'expression. Donc, en une minute, on n'a pas grand-chose pour s'exprimer. Je suis intervenu pas mal quand même. Enfin bon, mais j'avais pas le temps de parole officiel, mais disons que dans les amendements, j'ai pu batailler. Voilà. Et je voulais juste que vous nous expliquiez, parce que aujourd'hui, ce matin, on a eu, après la victoire hier, puisque le vote a été contre cet article 4, ce matin, on a appris que Madame Lizault, la députée Lizault, la ministre Roubache, se prononçait pour remettre cet article 4 amendé cet après-midi à l'Assemblée nationale. Alors, c'est quoi? Alors, d'abord, de quoi s'agit-il? Un projet de loi pour lutter contre les dérives sectaires, et dedans, un cavalier, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir, qui est introduit pour punir quand même de 15 000 € d'amende et d'1 an d'emprisonnement toute personne qui ferait, soi-disant, entre guillemets, provocation pour s'abstenir de prendre un traitement ou un vaccin. Ça veut dire que vous, pas seulement celui qui parle, vous, moi, tous ceux qui, par exemple, avaient émis des doutes sur le vaccin Pfizer auraient été en prison. C'est un amendement, un article de loi anti-Raoult, anti-Péronne, anti-François, anti-Dupont-Aignan, anti la terre entière. Anti la liberté d'expression. Voilà. Qui instituerait une vérité d'État scientifique. Or, la science n'a progressé que par le débat. Si on avait institué une vérité d'État, le progrès n'aurait pas eu lieu. Donc c'est quand même paradoxal que des gens qui se disent progressistes, Renaissance, Horizon, mettent en place une mesure obscurantiste. On gèle tous les savoirs, puisque dans l'article, il y a marqué « en l'état des connaissances actuelles ». Donc, en l'état des connaissances actuelles, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire cela, etc. Et vous êtes en prison. Il y a eu une grande mobilisation. Et je veux remercier tous ceux qui nous ont aidés. D'abord, même le Conseil d'État, et pourtant je ne le porte pas dans mon cœur, le Conseil d'État a dit que cette mesure était inutile, qu'il y avait déjà quantité de dispositions du code pénal, du code de la consommation, du code de la santé publique. Du code de déontologie des médecins aussi, puisqu'en fin de compte. Par exemple, condamner la médecine illégale, le charlatanisme, l'exercice de la médecine, etc. Et puis, il a dit, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Donc, contraire à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, le Conseil d'État, qui est quand même, on l'a vu pendant la crise du Covid, qui était vraiment dans la roue du gouvernement. Donc, même le Conseil d'État, qui est plutôt favorable au gouvernement, a dit, c'est absurde, aberrant, anticonstitutionnel. Le Sénat, en décembre, a voté contre, a supprimé l'article. Et hier, après un débat intense auquel j'ai pu participer, l'Assemblée nationale a supprimé l'article par 116 voix contre 113. Ça a été juste. Le débat a été animé. Et vers 23h30, on a gagné. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On entend la ministre, la sous-ministre, nous expliquer sur CNews ce matin on a voté, mais qu'il faut revoter. Vous savez, comme dans les républiques bananières. Oui, ils vont réécrire ce texte, en fait. Ils vont le faire revoter. Alors, comment ils vont le faire, je sais pas. Je rentre en séance là à 15h, je vais vous laisser. Parce que, pour aller surveiller, parce qu'il reste 3 articles à discuter, le 5, le 6 et le 7, je crois. Et puis ensuite, le gouvernement a le droit de réintroduire, de demander une deuxième lecture sur l'article 4, en fait, de faire revoter. Et il a le droit aussi de proposer un amendement sur une nouvelle version de cet article 4. Mais là, ça sera plus long, mais enfin, ça peut se faire cet après-midi. Alors déjà, donc tout va dépendre, je finis, tout va dépendre de savoir s'il y aura une mobilisation assez forte des groupes qui ont voté contre. Hier, nous étions France Insoumise, quelques écolos, le Rassemblement National, les Républicains, votre serviteur, nous étions un certain nombre à voter contre. Mais tous les membres des groupes n'étaient pas présents. Et donc, en fait, j'imagine que la ministre a dû battre le rappel des députés En Marche et Renaissance. Le téléphone a sonné cette nuit, donc. Pour leur dire, venez tous voter. Est-ce que, côté Rassemblement National,
Est-ce que côté républicain, est-ce que côté France Insoumise, il y aura la même mobilisation? Ça va dépendre de la mobilisation des uns des autres. Est-ce qu'il y a des négociations discrètes entre le gouvernement et certains groupes? Vous venez pas, mais vous dites pas que vous l'avez voté. Je ne sais pas. Donc moi, je vais me battre. Et pourtant, les députés ne doivent recevoir aucune consigne de vote, on va dire. Hein. J'espère. Mais moi, je vais appeler là Olivier Marleix dès que je retourne à l'Assemblée. Je vais appeler Marine Le Pen en lui disant: j'espère que vous avez mobilisé vos groupes. Parce que ce qui se joue, c'est la liberté dans notre pays. C'est gravissime. Parce qu'avec ça, Madame Frachon n'aurait jamais pu être lanceur d'alerte. Elle aurait été mise en prison dès le début. Et on aurait toujours le Mediator. Avec ça, Raoult n'aurait pas pu faire la promotion de l'hydroxychloroquine et sauver des milliers de vies. Avec ça, moi, j'aurais pas pu dire que l'ivermectine était un très bon médicament utilisé dans tous les pays du monde, sauf en France. Voilà. Donc, voyez bien comme ils veulent bâillonner l'opinion. Et il n'y a rien à voir avec les dérives sectaires, ils nous en fument. Alors, c'est très intéressant, vous allez voir, ce qui est impressionnant, et elle l'a refait ce matin, toute la journée, ils nous répètent le seul exemple. Alors, ça doit être McKinsey qui a dû inventer un truc. Alors, est-ce que vous trouvez normal qu'un médecin donne du jus de citron à un malade du cancer et qu'il abandonne son traitement? Ça, c'est l'élément de langage. C'est ressorti depuis des années. Madame Backès ressortait le même. Et puis, Madame la ministre, la sous-ministre, comme je l'appelle, dans sa déclaration de politique générale, a dit un truc hallucinant. Vous pouvez peut-être retrouver et isoler le passage. Elle a dit: les dérives sectaires s'étendent. Elle définit pas ce que c'est qu'une secte. Oui, elle donne des chiffres. Elle donne des chiffres. Oui, des chiffres complètement plus faux. 86%. 86%, ça veut rien dire sur 4000. 4000 pour 68 millions d'habitants, honnêtement, c'est rien. Bon. Et puis, elle définit pas la dérive sectaire. Une secte, la Miviludes définit. Et je crois qu'il n'y en a qu'une vingtaine qui ont donné lieu à des pénalisations. Non, elle définit rien. Mais alors, c'est très intéressant. Elle ose dire, oui, il y a des groupes religieux et il y a les thèses complotistes de certaines sphères qui prospèrent sur Internet. Donc, en fait, ceux qui ne pensent pas comme eux sont des complotistes qui prospèrent sur Internet. Vous êtes visés. Je suis visé. Des millions de Français sont visés. C'est ahurissant. Elle ose dire ça à la tribune de l'Assemblée et personne ne la reprend, sauf moi. Donc, on définit pas ce qu'est une dérive sectaire. La ministre ose dire qu'être complotiste, c'est une dérive sectaire. Donc, vous êtes un gourou, je suis un gourou, nous sommes des gourous. Voyez un peu. Je suis heureux de l'apprendre. Et puis, il y a pire, personne ne définit ce que veut dire provocation. C'est-à-dire, une opinion est une provocation. Vous vous rendez compte, la dérive? C'est la loi des suspects de 1793. Il ne s'agissait pas simplement d'être contre la Révolution, il fallait pas, si on n'était pas assez pour elle. C'est la loi des suspects. Tout le monde est suspect. C'est absolument dramatique. Et le niveau mental, moral de la séance d'hier était pathétique. Vous ne pouvez pas imaginer. Reprenez, pour ceux qui ont le courage, la séance. Et dernier point, parce que c'est quand même très intéressant, parce que le président de la commission des lois, Sacha Houlié, s'est coupé. Il m'a agressé, j'ai dû faire un rappel au règlement, agressé verbalement, et il a dit: ah, cette loi, vous êtes contre cette loi parce que vous, monsieur Dupont-Aignan, vous avez été, pendant la crise du Covid, contre les vaccins. Et donc, avec cette loi, vous n'auriez pas pu parler. Donc, il a reconnu que c'était pas une loi contre la dérive sectaire, que c'était une loi pour bâillonner les gens qui ne voulaient pas obéir à une science d'État, à une science de Big Pharma, et qui voulaient cadenasser tout. Il s'est coupé, j'ai dû lui répondre, et je lui ai répondu: tiens, c'est curieux, vous m'accusez d'avoir pris des positions, mais j'ai encore le droit. Et vous m'accusez d'avoir dit que le vaccin n'empêchait pas la transmission, mais M. Delfrécy l'a dit tout récemment, et a dit qu'il l'avait dit au gouvernement en mars 2021, 3 mois avant le pass sanitaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avouez que cette loi, cet article de loi, il est fait pour bâillonner des gens qui pensent pas comme vous, c'est tout. C'est monstrueux ce qui se passe. Mais Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que cette loi pourrait pas se retourner contre eux? Parce qu'en fin de compte, il a dit beaucoup d'assertions qui étaient fausses. Notamment, il a parlé d'une étude où il disait qu'il y avait 17 000 personnes qui seraient mortes de l'hydroxychloroquine. Une étude qui a été contestée. J'ai moi-même contesté. J'ai écrit à l'éditeur. J'ai fait un courrier d'avocat à l'éditeur à ce sujet-là avec un certain nombre de scientifiques.
En fait, il va dans l'hémicycle devant la représentation nationale et il parle d'une étude sans dire que cette étude est contestée. Ne fait-il pas lui-même une dérive sectaire? Vous avez raison. On pourrait très bien retourner cet article de loi contre ceux qui nous ont menti parce que ils ont dissuadé, ils ont fait de la provocation pour dissuader de prendre un traitement qui aurait pu sauver des vies, l'ivermectine ou l'hydroxychloroquine. Ils l'ont fait. Simplement, c'est eux qui tiennent la justice. Parce que cette loi, elle aboutit à tout juridictionnaliser. C'est-à-dire que le rapport entre le médecin et le malade, qui appartient à la sphère privée, le médecin a la liberté de prescrire, le malade a le droit de disposer de son corps, loi Kouchner, disparaît, c'est le juge qui arbitre. Donc vous imaginez cette société où il va falloir mettre un juge derrière chaque citoyen, chaque médecin, chaque patient. J'ai envie de me soigner avec une médecine complémentaire. C'est ma liberté. Alors, il va y avoir un procès contre mon médecin ou contre moi. Et c'est le juge qui va arbitrer, mais il va y avoir des millions de procès. Parce que les médecines complémentaires sont utilisées d'ailleurs en complément souvent des médecines. Et il y a des grands services de cancérologie à Paris qui recommandent certaines médecines complémentaires en complément. Mais là, on est dans la folie. Dans l'ultra-contrôle, quelque part. Mais derrière, vous avez qui? Toujours les mêmes. Ceux qui ont voulu rendre le vaccin obligatoire, ceux qui ont voulu mettre en prison ceux qui pensaient différemment. Vous avez ceux qui ont été financés par le Fonds Marial, le rapport du Sénat, Conspiracy Watch. Vous avez cette bande de fous. Ce sont des fous. C'est la loi des suspects. Alors la loi des suspects... Des fous, pardonnez-moi. La loi des fous. Et des intérêts. Non, des fous et des intérêts, ils sont pas si fous que ça. Pardonnez-moi. J'espère. Donnons-leur le crédit. Fous, ils n'obéiraient pas comme ils obéissent. Et s'ils étaient fous, ils s'arrêteraient là parce que, attendez, le Conseil d'État a dit non, le Sénat l'a enlevé, l'Assemblée nationale l'a enlevé, et ils remettent le couvert. Ça veut dire quoi? Il y a des grosses forces financières derrière. Très fortes finances. Nicolas Dupont-Aignan, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais quand vous parlez avec les personnes que vous voulez appeler en sortant d'ici, ils vous disent quoi en off? Ils vous disent allez, on te soutient, mais quelque part ils vous soutiennent pas dans l'hémicycle. J'en sais rien. En tout cas, ils ont été nickel hier, mais j'espère que Marine Le Pen viendra aujourd'hui. J'espère que d'autres viendront. Tout le monde n'était pas là, ce qui est normal parce que faut pas faire de procès d'intention. Tout le monde ne peut pas. Il y avait moins de la moitié des députés hier. Voilà. Mais moi, je regardais, et je faisais mes comptes et je me disais, si ça se trouve, ça va pas passer. Enfin, ça va pas passer, c'est-à-dire on va être battu. On a gagné à 3 voix. Mais il faut que les députés se mobilisent et que les groupes se mobilisent. Pourquoi la France, les communistes n'étaient pas présents? Ils se sont défilés. Pas un député, je crois, GDR présent. Je veux pas créer d'incidents avec mes amis parce que ils sont plutôt, c'est pas les pires. Mais je crois pas qu'ils aient été très présents. Par exemple, j'ai pas vu comment il s'appelle une très forte voix de l'Allier. Je connais que lui. Bon, bref, un député connu communiste. Je les ai pas vus. Pourquoi ils sont pas là? Il y a une sorte de peur, vous voyez, de peur de pas vouloir se mêler de ça. Parce que, et alors les socialistes ont été les pires. Qu'ils ont préféré ne pas venir pour ne pas avoir à voter là-dessus. Ils n'étaient pas là. Donc en fait, pour ne pas se faire montrer du doigt après en disant j'ai voté. Et pourquoi alors les pires, ce sont les socialistes. Incroyable. Un dénommé Delaporte. Les pires, ce sont les socialistes. Qui nous ont expliqué qu'il y avait une science. D'État. Quasiment. Et que nous étions contre la science. Mais c'est l'inverse. Et vous retrouverez un de mes extraits où j'ai dit, mais c'est exactement l'inverse. C'est vous qui êtes contre le progrès et la science, parce que le progrès et la science a besoin de liberté. Il n'y a pas de progrès sans liberté. D'ailleurs, si jamais il y avait vraiment eu une science parfaite, le président aurait probablement prononcé une obligation vaccinale pour tout le monde, chose qu'il n'a pas faite. Je crois. Et enfin, ils ont fait semblant de ne pas le faire. Mais ils ont fait semblant, mais justement, ça permet de laisser une porte ouverte. C'est très pervers ce qui se passe. Voilà pourquoi il faut se battre. On va encore se battre cet après-midi. Après, il y aura quand même le Conseil constitutionnel. On lui en veut parfois, mais on est content parfois. Parce que honnêtement, je vois pas comment cette loi peut être constitutionnelle, mais je vois bien que là, ils veulent prendre leur revanche cet après-midi, on va voir. Donc là, on va dire, c'est un combat d'une petite minorité qui a le pouvoir aujourd'hui contre une majorité, parce que, on va dire, la liberté d'expression n'a pas de couleur politique quelque part. Elle ne devrait... Et il y a eu une députée écologiste très courageuse qui a dit j'ai hésité, mais j'ai voté contre parce que c'est pas possible. Donc, vous voyez, au-delà je pense qu'il y a des députés Lyotte aussi qui ont voté contre. Monsieur Molac, je sais pas ce qu'il a voté, mais en tout cas, il a fait une déclaration insistant sur le danger de cette... Donc là, vous voyez, on est vraiment face à la conscience de chacun. Et paradoxalement, c'est dans les séances de nuit
où chacun est libre de s'exprimer, de voter, oui, de s'exprimer toujours, mais de voter comme il pense, où les groupes sont couchés, si je puis dire. Les whips, vous savez, ceux qui font voter les groupes. Eh ben, c'est paradoxalement dans ces séances de nuit où le vrai vote apparaît. Parce que les députés Renaissance qui n'avaient pas envie de voter, ben, ils ont été se coucher. Comme les députés communistes qui voulaient pas voter contre. Voyez, en fait, il y avait les vrais députés, si je puis dire, ceux qui ont une pensée, ou alors ceux qui obéissent vraiment servilement à la majorité relative. Ben écoutez, Nicolas Dupont-Aignan, merci beaucoup. Je sais que vous devez retourner dans l'hémicycle pour continuer, on va dire, cette bataille, puisque ce matin vous êtes levé avec donc le plaisir d'avoir fait votre travail hier et donc le plaisir d'avoir à recommencer à le faire. Ah oui, c'est un sentiment. Je vais vous dire, une telle joie hier soir, et puis un tel dégoût ce matin en écoutant la sous-ministre qui nous explique que les députés ont mal voté, il faut qu'ils revotent. Mais vous vous rendez compte où on en est dans notre pays? Le gouvernement n'écoute pas les Français. Ben, il est brusque, il est contre la liberté et ça commence à se voir. Mais vous savez, c'est le propre des régimes finissants. Le début du déclin. Bon, merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'être venu vous exprimer là-dessus. Donc bonne chance, bonne bataille cet après-midi à l'Assemblée nationale. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur François. Donc on prône la liberté d'expression. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec ce que l'on dit. L'important c'est que vous puissiez le dire et on se battra tout le temps pour que vous puissiez faire comme cela. Écrivez sur les adresses mail de l'Assemblée à vos députés. Et je pense qu'il y a des associations qui l'ont fait. Merci beaucoup à vous de nous suivre. Continuez à nous soutenir parce que c'est comme ça qu'on existe. À très bientôt sur François. Merci à vous.